Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. OK, on est sur Radio Pirate Live. On n'a pas de bout de Jeff Liberté aujourd'hui parce que je vais vous dire pourquoi. On a fait un excellent bout avec Joe Hamel. On a fait 1h10. 1h10 avec Joe. Ah bon, c'est pas mal, là. Assez spectaculaire. On a mitraillé pas mal. Et on vous en offre 2 bouts d'à peu près 15-20 minutes chaque. Et si vous en voulez plus, ben allez sur la version Prime. On a d'autres stocks qui s'en viennent également avec Jerry, parce que Jerry a boursicoté. On a aussi Yann et Frank. Donc, beaucoup de stocks pour vous autres sur la version gratis de Radio Pirate. Donc, on y va. On part ça là. Mais regarde, on va partir sur toute la semaine de Trump et tout ce qui est arrivé, je dirais même au Canada, avec parce que finalement, tu sais, les sujets au Canada, c'est Trump, là. On avait beau essayer d'amener ça ailleurs, là, et on a eu le hockey pendant quelques jours, mais la réalité, c'est que le sport national en ce moment, c'est la folie Trump. Là. Je veux dire, faut entendre parler les Québécois, être proche d'eux, les entendre jaser entre eux autres pour se rendre compte qu'il y a un grand déséquilibre en ce moment. Donc, c'est beaucoup ça. Allons-y avec les dernières choses là, qui sont arrivées de Trump. Là. Puis, je vais même dépasser Trump parce que de ce que je sens, là, Joe, là-dedans, là, c'est qu'il y a peut-être pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre, dans certains cas, là, pour la manière que notre société s'est bâtie, comment nos systèmes se financent et tout ça. Donc là, lui, Trump, il part sur des histoires de tarifs. En même temps, tu as DeSantis en Floride qui dit une des plus grandes injustices, c'est de voir des gens à la retraite être obligés de vendre leur maison parce que les villes prennent de plus en plus d'argent, donc vont utiliser l'augmentation de la valeur des résidences pour surtaxer les citoyens. Donc, des gens avec des revenus fixes qui s'étaient planifiés des retraites, maintenant, sont rendus avec des comptes de taxes de 7 000, 8 000, 9 000 piastres sur leur maison, alors qu'avant, c'était 2 000, 2 500, il y a quinzaine d'années. Donc, il dit ça, c'est insoutenable. Et là, lui, il dit, il faut carrément passer une loi pour empêcher les villes et les comtés de taxer les résidences, puis on va compenser ça par des taxes de vente. Puis ça va être de même qu'on va financer la police, les pompiers, etc. De son côté, Trump dit on veut baisser les impôts, on veut baisser telle chose, on va y aller avec des tarifs. Je ne sais pas si tout ça est soutenable, mais une chose est sûre, il y a une volonté aux États de changer la manière d'aller chercher les budgets pour le fédéral, les États en tant que tels, les comtés, les villes. Il y a une grosse remise en question qui n'est pas arrivée overnight. En passant, là, ça fait peut-être 10-15 ans qu'on entend parler, peut-être on est rendu au bout de ça. Sauf que si on regarde nous autres au Canada ou au Québec, on n'a pas de jeu ben parce qu'on est surtaxé partout. Donc, on ne peut pas augmenter la taxe de vente. On ne peut pas diminuer nos impôts taxés parce qu'on a un gros gouvernement. Mais une chose est sûre, il est en train de se passer quelque chose. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Combien il va en rester dans 4 ans? On verra. Mais il y a une volonté de changer quelque chose. Le Dodge, ça fit dans ce que je suis en train de parler là. Il y a quelque chose qui se passe. Et nous, on est dans un genre de scénario catastrophique depuis un mois. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose depuis ce mois-là. On n'a pas pensé à un nouveau modèle. On n'a pas pensé à se remettre en question. On n'a pas pensé à changer des choses. On est sur le statu quo. Puis on dirait qu'on en rajoute sur ce qui nous a amenés dans cette situation-là. Est-ce que ma réflexion globale est compréhensible ou je suis allé un peu... Oui, totalement. Il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, il y a l'histoire des tarifs, c'est pas soutenable. Là. Historiquement, ça n'a jamais fonctionné. C'est dommageable. C'est pas bon pour des partenaires commerciaux. Bref, on sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où Trump veut aller avec ça. Il a dit qu'il voulait éliminer l'impôt fédéral avec ça, mais les maths ne fonctionnent pas là-dessus non plus. Là. Il n'y a pas assez d'importations pour éliminer, je pense que c'est quand même quelques trillions, là, je pense, les impôts recueillis. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Ça a peut-être été lancé un peu à la hâte en campagne. Là, on a un peu doublé la mise là-dessus, mais ça, je pense pas que ça va... Tu t'écoutes un petit peu, genre, le consensus, c'est que les tarifs, ça va pas demeurer là, avec le Canada. Surtout avec les gros partenaires commerciaux comme, mettons, le Canada et le Mexique, là. Ça devrait se régler dans les prochains, voire 2 trimestres. C'est pas quelque chose qui va devenir permanent. L'autre situation, c'est que l'autre réalité, c'est que effectivement, là, l'ordre libéral
Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a un très bon segment avec le prof Caron. Là. Ça fait tellement du bien d'entendre du monde ici qui sont rationnels puis qui n'ont pas la sensibilité émotive d'adolescentes de 14 ans pour parler de politique étrangère. Là. À un moment donné, je veux dire, les pays ont des intérêts, puis à un moment donné, il faut regarder c'est quoi les intérêts des pays entre eux pour décoder un peu quels sont leurs agendas. Puis dans ce contexte-là, ben, l'administration Trump vise à redessiner un peu toutes les alliances traditionnelles. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont été faites, comme je dirais, de fil en aiguille. C'était beaucoup pris pour acquis. Les États-Unis investissent effectivement beaucoup d'argent pour la sécurité de l'Europe depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, on n'est plus non plus en 1946. L'Union européenne, c'était la troisième puissance économique mondiale. Il y a quand même des pays qui ont l'arme nucléaire là-dedans, dont la France. Donc, c'est pas, je pense pas que c'est un petit enfant qu'on a besoin de prendre par la main. Puis ça a été fait, les pays c'est vrai qu'ils ont en quelque sorte profité de ce soutien américain-là. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que si l'État allemand, je ne sais plus si c'est le cas, mais il y a un certain moment, il balançait le budget du fédéral jusqu'aux villes, aux commissions scolaires. Là. Donc, si ça arrive, c'est parce qu'ils ne payaient pas le vrai prix de leur défense. Là, tu comprends? Ouais, Donc, ça, c'est généralement vrai en Europe aussi. Puis même s'il atteignait les 2% de l'OTAN, là, le pari de l'administration Trump, c'est que c'est pas assez. Il y a un coût supplémentaire à ça. Puis d'où là toute l'histoire de ce qu'on entend, les ententes de Mar-a-Lago, où il va avoir un coût supplémentaire à payer, un retrait américain de certaines zones. Puis c'est pas, tu sais, faut regarder en même temps. Je comprends que l'inconscient collectif puis l'espèce de hive mind médiatique nous a conditionnés à détester la Russie et Poutine. Mais en même temps, on peut réaliser, à un moment donné, quelque part, que c'est peut-être pas l'ennemi juré de l'Occident, là, Poutine. Là. Existentiellement parlant, c'est peut-être pas l'ennemi qu'on nous a dit que c'est. Ça exclut pas le fait que, oui, c'est un régime autoritaire, oui, il y a du monde qui disparaît, oui, il y a des problèmes avec la Russie, puis en passant, la Russie, c'est un pays de plus de 200 millions de personnes qui a la taille de l'économie du Canada. Là. Donc, ils n'ont pas été capables de prendre Kiev après 2 ans et demi de guerre, puis 1 million de morts. Fait que là, vous pensez quand même que ces gens-là vont rouler sur Paris comme la Wehrmacht a roulé sur Paris en 2 semaines en 1940. Là. C'est quand même pas... on a affaire à du monde qui sont pas sérieux là, en analysant cette situation-là. Ouais. Quelque chose que Prof. Caron a soulevé qui est très, très juste aussi, c'est que l'ennemi de l'Occident et l'ennemi des Américains, c'est la Chine. Le combat à venir, c'est celui-là. Idéologiquement parlant, notre ennemi, si vous êtes un démocrate libéral au sens classique du terme, votre ennemi, c'est le régime chinois, c'est le régime communiste centralisateur. Et à l'heure actuelle, on l'a vu un peu avec le clash avec J.D. Vance, il y a beaucoup de bureaucrates et d'élus européens qui, idéologiquement, sont plus proches du régime chinois que de la démocratie libérale. Donc, notre ennemi, c'est ça. L'ennemi, c'est ça, c'est ces régimes-là. Ça ne veut pas dire que les Français et les Allemands sont nos ennemis, c'est pas ça le point, mais cette espèce de mouvance autoritaire qu'on a vue en Occident dans les dernières années, qui s'inscrit bien avec le régime Trudeau, le régime Biden, Macron dans un certain sens, ceux qui viennent de se faire kicker out de l'Allemagne, Starmer au UK, ben, tous ces régimes-là, c'est des régimes technocratiques / assez autoritaires, qui ont des visions centralisatrices de l'Europe, qui parlent de la liberté d'expression comme si c'était quelque chose de fondamentalement mauvais. Ils parlent des valeurs fondamentales, par exemple, de l'Amérique, qui leur ont sauvé le cul à 2 reprises, by the way, là. Puis nous autres aussi, les Canadiens, on vous a sauvé le cul à 2 reprises, dans la Première puis dans la Deuxième Guerre mondiale, avec les Américains. Donc, c'est quand même quelque chose là, de voir ça, puis de voir un certain pullback des Américains. Moi, je pense que c'est purement budgétaire aussi. Là. Si tu regardes Dodge, s'il éliminait l'entièreté des employés fédéraux, je pense que c'est 300 quelques milliards. Là. Donc, il y a 2 trillions de déficit par année. Exact. Donc, c'est 2000 millions pour les gens qui ne savent pas. Donc, quand vous entendez un 50 milliards là, puis un 60 là, il y a une longue route à faire avant d'arriver à 2 trillions. Là. Puis on est presque à 1 trillion de paiements d'intérêt, qui est plus que le budget militaire, c'est que du jamais vu. Donc, puis vu que l'administration, il y a une cédule de renouvellement des obligations dans les 2 prochaines années, étant donné que Biden, comme Trudeau, sont endettés à court terme en pensant que les taux vont baisser, finalement les taux vont probablement rester élevés, fait qu'on va renouveler de la dette à des taux plus élevés
dans les 24 prochains mois. Fait que la situation budgétaire des États-Unis, c'est l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle. Puis derrière cette volonté-là de rediriger un petit peu les alliances, je pense qu'il y a une question purement budgétaire là-dedans. Là. C'est probablement des centaines de milliards que tu peux sauver en diminuant ta présence dans cette... Ils parlaient, ça n'a pas trop paru, là, mais cette semaine, ils parlaient d'éliminer le commandement central en Afrique. Les États-Unis d'Amérique ont totalement échappé la balle en Afrique depuis 25 ans. La Chine a pris le contrôle de ports. Ils ont des ports en eau profonde. Ils ont de la marine, je pense, à Djibouti, sur la côte ouest sur la côte est, de l'Afrique. Donc, stratégiquement parlant, ils ont échappé la balle complètement en Afrique. Fait, pourquoi vous avez des fucking bases là-bas? Même chose dans certains coins de l'Europe également. Donc, ça, je pense que c'est en train de tout être redessiné. Puis le monde a de la misère à figurer ça que, finalement, si on regarde ça d'un œil, en étant un petit peu plus froidement, peut-être que d'aller all-in puis de tenter de provoquer une guerre nucléaire avec la Russie, c'est peut-être pas la stratégie optimale pour l'Occident. Oui, effectivement. D'ailleurs, tu ouvres la porte sur Chrystia Freeland qui a parlé hier. Ça, c'est quand même assez sauté, là. D'entendre Freeland parler ouvertement d'une alliance avec des pays qui ont la bombe atomique pour essayer de bâtir une alliance contre les États-Unis si les États-Unis dérivent, alors qu'on est partenaire et économie intégrée. Tu veux dire, on peut comprendre que l'Europe a ses affaires, là, mais le Canada... Dans les faits, on est déjà un peu le 51e État. Là. On a peut-être notre passeport, on a peut-être notre protection frontalière, puis tout ce que tu veux, là, mais la réalité, c'est que si demain matin, il y a une coupure, puis il y a une véritable guerre économique, puis même aller jusqu'à utiliser des partenaires pour se protéger au cas où, on crève de faim, là. C'est la fin de ce peuple au nord des États-Unis. On va crever de faim, là. Donc, tu as trouvé ça prudent, ce qui est arrivé hier, toi? Ça, je ne l'ai pas entendu. Écoute, moi, je me suis tapé le débat en français, là, parce que j'étais avec... Alexandra m'a demandé d'intervenir à Rebel News. Donc, merci, Alexandra, d'avoir scrappé mes plans. J'avais quand même des projets. J'ai dû me taper Chrystia Freeland et Carney qui parlaient en français. Mais il y a plusieurs affirmations qui ont été faites tant en français qu'en anglais. Là. Ce que tu me dis là, c'est complètement débile. En fait, c'est des gens qui sont dangereux. C'est des gens qui ne devraient jamais s'approcher des leviers du pouvoir. Là. C'est quand même quelque chose. Là. Puis là, il y a cette espèce de lubie-là. Puis on l'entend dans le domaine des affaires aussi. Puis même au Québec, là, qu'il faut se rapprocher de l'Europe. Le Québec et le Canada, là, on est des États nord-américains. On n'a rien à voir avec l'Europe, OK? Oui, on peut avoir des échanges commerciaux avec l'Europe, et oui, j'aime bien aller sur la côte à Malfitaine, je sais qu'un apérol spritz l'après-midi, là. Mais on n'a rien à voir, on est intégré dans le contexte nord-européen, d'un point de vue de défense, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel aussi. Je veux dire, ça fait 400 ans qu'on est ici, là. Donc, on est des Nord-Américains, on vit comme des Nord-Américains, ça, c'est pas mal clair. Écoute, c'est le débat des libéraux, Jeff... D'accord, je vais te faire entendre Chrystia Freeland hier soir, OK? The U.S. is turning predator. And so what Canada needs to do is work closely with our democratic allies, our military allies. I've been foreign minister. I know how to do that. That's why I would start with our Nordic partners, specifically Denmark, which is also being threatened, and our European NATO allies. I would be sure that France and Britain were there, who possess nuclear weapons. And I would be working urgently with those partners to build a closer security relationship that guarantees our security in a time when the United States can be a threat. Le mot qui manque, c'est threat. C'est quand même spécial. Je suis pas sûr que vous réalisez les forces en présence ici, là. Je ne sais pas vous réaliser, là, dans un avant-midi, là, la flotte du Pacifique avec une coupe de porte-avions dans la mer de Chine peuvent oblitérer la Corée du Nord, prendre peut-être la moitié de l'armée chinoise. Pendant ce temps-là, on peut peut-être envahir l'Europe avec le reste de la flotte de l'Atlantique, puis débarquer. Les États-Unis peuvent probablement faire la guerre au reste du monde en entier pendant 10 ans, puis survivre encore. Là. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes des enfants, vous n'avez pas conscience des forces en présence à l'heure actuelle. Quasiment dangereux, ce que dire là. Mais c'est quasiment dangereux. Ça, en fait, j'espère que ça a fait son chemin au département d'État. C'est sûr que oui. By the way, des trucs de débiles, comme écrit, comment il s'appelle le gars qui est rendu conspi, là. Vous savez que les journaux sont scrutés. Puis Loïc Tassé. Ben oui. Tu sais, il y a quand même
Quand il y a des politiciens québécois et des chefs d'entreprise qui débarquent là-bas, ils savent ce que vous avez dit. Là. Donc, c'est connu, puis c'est comme ça partout dans le monde en passant. Là. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique étrangère. Donc, de penser, il y a du monde qui devrait être sur des no-fly lists avec ce qu'ils disent. Là. Tu sais, j'écoutais hier Tasha Keridan. Ça, c'était supposé d'être la conscience conservatrice. Ah, ça, c'est les modérés conservateurs. Pendant que le reste là, du monde dérive dans le populisme. C'est du monde qui ont complètement perdu la carte. Elle disait, hier, elle faisait encore la comparaison avec Hitler. Ah oui, mais ils ont voté pour Hitler aussi. Ah oui, ça va bien, Tasha? Oui, parce que Ted Cruz disait les Américains ont voté pour Trump sur le sujet. Les Américains ont voté pour Trump. Les Américains ont voté pour la plupart. Et les Américains continuent de soutenir la plupart des grands dossiers qu'on voit actuellement qui sont poussés de l'avant, dont Doge. Ah oui. Donc, que ça excite des espèces de consultants politiques finis au Canada, là, ben, on s'en contre-crisse un peu parce que directionnellement parlant, c'est majoritairement positif, même si le bonhomme déraille de temps en temps. Là. Puis ça, oui. on en est quand même conscient. Tu as vu le sondage de Harvard, d'ailleurs, sur le Doge, c'est quasiment... C'est bipartisan, cette affaire-là. Les démocrates sont très excités de voir que finalement, on arrête de dépenser leur argent un peu partout dans des foleries et de voir que... Parce que l'histoire des emails cette semaine a fait capoter beaucoup de monde. Mais le but de ça, c'est assez simple, c'est que autant ils ont trouvé que plein de monde avait du Social Security qui avait 180 ans, donc il y avait des millions de personnes qui recevaient de l'argent un peu partout dans le monde. Donc, en faisant ça, ils ont fait ce nettoyage-là. Tout de suite, là, ils vont mettre ça en ordre. Et ils ont réalisé aussi qu'il y avait des employés payés qui n'existent pas. Ouais, donc, on va leur demander de nous envoyer un email de ce qu'ils ont fait de leur semaine et on va tout de suite découvrir qu'il y a probablement 10-15 000 employés qui ne vont pas répondre parce qu'ils n'existent pas. C'est pas compliqué, mais ils sont payés quand même. Exact, c'est vrai dans toutes les structures. Puis je pense que le grand mensonge de notre vie adulte, là, dans les, mettons, 50 dernières années, là, tout le monde qui parle ici, là, c'est que, tu sais, le discours de la droite, ça a toujours été, bon, on va couper le gras par attrition. Mais le problème, c'est l'État en tant que tel, c'est que les incitatifs qui sont en place font en sorte qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle, il n'y a jamais de vérification, il y a probablement des... Dans le fond, le gaspillage, il est systématique à travers de la machine, et non pas comme, ah oui, on gaspille, on a quelques licences Teams, Microsoft Teams de trop. Là. Ah ouais. Non, c'est pas ça. Il y a des jobs, il y a des départements au complet qui devraient être éliminés puis remplacés par rien. C'est ça la réalité. Faut que tu crisses la moitié du monde dehors, juste au hasard. Juste au hasard, ça serait déjà bénéfique. Là. Fait que, c'est ça la réalité de l'État moderne. On peut même l'amener, Joe, on peut même l'amener sur l'histoire de la SAC. Là. Tu sais, la SAC, finalement, on se demande pourquoi on a ça. Là. Tu sais, le monde ne réalise pas. J'écoutais hier essayer de rationaliser là, 1 milliard. Réalisez-vous qu'on bâtit des mines pour 1,5 milliard là, en Amérique du Nord qui vont sortir 10-15 millions d'onces d'or de la terre, sacrément, avec des trocs qui sortent de la... Voyons, je veux dire, ça n'a pas de sens. On a développé un logiciel à 1,5 milliard. C'est pas comme si on avait bâti un département from scratch. Là. Ça existait, la SAQ avant. Il y avait, je comprends, je connais pas tout le dossier, mais je veux dire, à un moment donné, on peut comme faire quand même des affirmations a priori de qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on connaît pas. C'est ça, le scandale là-dedans, c'est que oui, tu as Doge aux États-Unis, mais on peut faire l'assumption qu'au Canada, en général, pour Québec, ça doit être 10 fois pire. Là. Ça doit être 10 fois pire. L'État est 2 fois plus gros. L'État est 2 fois plus gros. Mais regarde, on a parlé dans le boursicotage, Jerry, tu nous as parlé dans le boursicotage. ChatGPT a coûté à bâtir 100 millions. On dit que les Chinois l'auraient fait pour 6. Oui. Donc, c'est à peu près 100 millions. Établir, mettons, Gronk, donc le département AI de X a coûté à peu près aux alentours entre 60 et 80 millions. ChatGPT aurait coûté 100 millions US. Mais faire un logiciel à la SAC, ça coûte 1 milliard 100 millions? C'est ça. C'est malade. C'est incroyable, là. Non, mais Jeff, il y a des compagnies qui génèrent des milliards de bénéfices par année avec 500 employés, là. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. C'est complètement n'importe quoi. C'est qu'on devrait rentrer là-dedans. Il y a tout le monde qui devrait être accusé. Il y a probablement de la corruption. Ça, ça exclut tout le reste, là. Ça exclut tout le reste. On en parle, tu sais, les 18 milliards pendant la pandémie. Je vous dis, là, tout ce qu'on vit dans la CAQ, tout ce qu'on a vécu, le scandale des commandites avec les libéraux, c'était 150 millions, le scandale des commandites. La construction, OK, fine, là, il y avait les systèmes organisés, mais Chris, au moins, ça bâtissait dans le temps. Je veux dire, on est ailleurs, là, on est rendu dans des milliards et des dizaines de milliards.
c'est entranché dans le système à travers les ministères. Il y a un système apparemment de renouvellement de consultants parce qu'ils peuvent pas engager le monde, fait qu'il est clair, il en engage un autre qui est passé dans une autre compagnie. Tu sais, dans le fond, tout ce système-là devrait être révisé. Puis il y a du monde qui devrait littéralement être poursuivi au criminel là-dedans. Mais là-dedans, encore une fois. Ils vont mettre l'UPAC là-dedans. Jeff, t'as vu, ils vont mettre l'UPAC là-dedans. Ça, c'est quand même drôle. Là, j'ai trouvé ça drôle quand même. C'est tout un. Non, puis c'est un milieu qui se défend un peu. T'as-tu remarqué que ça ressemble un peu au milieu des avocats dans le temps? Tu te rappelles les films qu'il y avait d'Hollywood avec les jeunes avocats qui chargeaient en bas à 200$ de l'heure des affaires inventées un peu, puis les clients recevaient des factures de 200 000, mais finalement, ils avaient travaillé pour à peu près 700$. Comment tu penses d'heures qui se billent en technologie au Québec? C'est l'enfer. 80% de ce qui se bill est de la bullshit. Là. Et essaye de parler avec ce monde-là. Ouais, mais essaye de parler avec ce monde-là qui sont là-dedans. Essaye de parler avec ce monde-là qui sont là-dedans. Ils te font passer pour le pire trou de cul. Tu connais pas ça, c'est pas ton domaine. Ferme ta gueule. Alors que, Chris, on n'a pas besoin de connaître le domaine pour voir quand quelqu'un nous crosse, là. Je veux dire, t'as juste à me donner les factures, moi, le savoir. Moi, à chaque fois que j'ai fait affaire, avant, là, tout le système que j'ai là, moi, ça fait 20 ans que Radio Pirate existe. Moi, je peux te dire que j'en ai payé des calices de factures d'informatique à tour de bras. J'avais pas le choix, il n'y en avait pas de service auparavant. Mais j'en ai fighté en sacrement parce qu'il m'arrivait avec des factures de 100 000 puis 150 000. Puis là, je disais, attends un peu, Chris, prouve-moi que tu as fait 150 000 de développement. Finalement, ça finissait que je payais du 15, du 20 000, du 25 000. Mais ça partait à 125, Chris. Tu sais, puis on a fait la même chose avec les avocats, on a fait la même chose. Mais ces systèmes-là, quand c'est le public, il n'y a jamais personne qui fight les factures qui sont amenées. C'est comme, OK, c'est le prix. Bon, mais go, on y va. C'est parfait. Ça, c'est dans un ministère. Imagine le reste. Oui. Imagine le reste. Imagine dans les contrats publics en général. C'est un shit show. C'est pour ça que l'approche Doge est la bonne. Il n'y a personne qui Éric Duhem en a parlé un peu cette semaine avec justement le fiasco de la SAC, etc., ça prenne un autre. D'ailleurs, moi, je veux voir des politiciens sauter à pieds joints dans la mouvance Doge. Ça prend un Doge au Canada. Ça prend un Doge au Québec, puis that's it, parce qu'on systématiquement, on se fait fourrer. Systématiquement, les incitatifs qu'il y a en place dans l'État, en général, puis c'est pire au Québec, parce que l'État est plus grand que partout en Amérique du Nord, là, puis même une partie du monde en général. C'est ça. Puis imagine dans la santé. C'est la SAQ, c'est un truc, Jeff, c'est un truc administratif, Chris. Oui, ça donne des permis puis des plaques. Des permis, esti. C'est comme l'affaire des passeports au fédéral qui sont pas capables. La manière, il y avait un shit show, t'es plus capable de faire des passeports. Ils sont pas capables d'imprimer des hosties de carton bleu d'immatriculation pour faire des passeports. Puis ils veulent gérer le climat, esti, puis ils se battent contre les États-Unis. Voyons donc. Es-tu un peu découragé de voir que depuis 1 mois et demi, depuis que Trump nous a mis un peu le miroir d'en face et qu'il a crissé le bordel un peu, qu'il est en train de nous tester, je ne sais même pas comment ça va finir. Ça. Probablement que dans 5 ans, on va être au même point. Mais as-tu remarqué qu'il n'y a personne qui a pris le lead, ni au Canada, ni au Québec? Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de... Ouais, peut-être que ce qu'on fait depuis 25 ans, on est peut-être plus ben productif. On est peut-être un peu en pantoufle. On est peut-être plus à la coche On est en position de takeover. Ça ne va pas notre affaire pantoute. Mais il n'y a personne qui l'a fait depuis 1 mois et demi. On a les mêmes personnages, à peu près avec les mêmes discours, mais là, on fait juste alimenter un peu le genre d'émotion puis de feeling qui touche les Québécois dessus. Parce que, tu sais, on vient de parler d'Éric Kerr, là. Moi, je veux dire, OK, Éric Kerr, là, mais Éric Kerr, on a eu l'occasion dans le coin d'Ancienne Lorette de le calisser dehors parce qu'il était déjà impliqué dans un dossier qui était merdique, qui était le dossier de la SAC, là. Et les gens d'Ancienne Lorette ont eu l'occasion de le calisser dehors. Et ils l'ont réélu. Et pour une raison X, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ses poches, mais ce gars-là a encore de quoi parce qu'il est encore en même position. Et là, on se demande, ben oui, mais si Moniac, ça ne marchait pas il y a 5 ans, pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Mais on est en train de faire la même chose avec ce que Trump est en train de nous mettre d'en face, là. C'est ça le problème du système politique québécois-canadien, c'est que les joueurs ne sont jamais éliminés. Là. Ces joueurs-là ne sont jamais éliminés. Et après, ils sont recyclés, sont dans le commentariat, sont à la TV, ces panels, sont des joueurs. Je veux dire, à quel point tu es éliminé dans... Tu sais, Fitzgibbon s'est replacé genre 1 mois après avoir flambé des milliards. Le gars est dans un hedge fund ou dans une espèce de fonds d'investissement après, puis il est invité comme expert. Qu'est-ce qu'on a manqué, là? C'est incroyable, là. C'est quand même incroyable. C'est la province du no-fault, ici. Oui. Personne n'est responsable de rien. C'est un genre d'Ukraine. C'est un genre d'Ukraine nord-américain, le Québec, là.
C'est une des places les plus corrompues. On fait juste semblant que c'est pas ça. Moi, quelqu'un me dit, ben je sais qui l'a engagé, Fitzgibbon, parce qu'il y a tel et tel projet, puis qu'avec ses entrées au gouvernement, c'est sûr que l'argent qu'ils investissent là-dedans va valoir 20 fois ce montant-là dans pas longtemps, parce qu'il va savoir exactement où aller chercher le cash pour aider à partir de la patente. Je veux dire, Chris, on est dans la corruption par-dessus la tête, là. C'est pas compliqué. C'est pour ça qu'il y a une job, là, parce que le gars, il sait sur quelle ficelle tirer pour avoir du cash. Je veux dire, c'est pas d'autre chose que ça, le Québec, là. OK, ben voilà pour le premier bout de Joe Hamel. Là, c'est le premier bout qui était un genre de cadeau. Et là, vous allez avoir la vraie patente. Ring, ring, ring! Dans le deuxième bout, un peu plus tard, on boursicote avec Jerry. Et on fait également un tour avec Yann et Frank. On vient. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Fouillez! Bitcoin! Drill, baby, drill! Drill, baby, drill. Right? Donc, deuxième partie avec Joe. Un autre 15 minutes avec Joe pour nos membres cheap, les pirates cheap qu'on adore. On a brassé, on a eu du fun avec Joe. Donc, un deuxième bout de 15 minutes. 15, 16, 17, 18 minutes, c'est M. White qui décide de la patente. Mais on est en feu. Plus tard, on boursicote avec Jerry et on a Yann et Frank. On vient de parler d'Éric Kerr. Là. Moi, je veux dire, OK, Éric Kerr, là, mais Éric Kerr, on a eu l'occasion dans le coin d'ancienne Lorette de le calisser dehors parce qu'il était déjà impliqué dans un dossier qui était merdique, qui était le dossier de la SAC. Là. Et les gens d'ancienne Lorette ont eu l'occasion de le calisser dehors. Et ils l'ont réélu. Et pour une raison X, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ses poches, mais ce gars-là a encore de quoi parce qu'il est encore en la même position. Et là, on se demande, ben oui, mais si Moniac, ça ne marchait pas il y a 5 ans, pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Mais on est en train de faire la même chose avec ce que Trump est en train de nous mettre d'en face. Là. C'est ça le problème du système politique québécois-canadien, c'est que les joueurs ne sont jamais éliminés. Là. Ces joueurs-là ne sont jamais éliminés. Et après, ils sont recyclés, ils sont dans le commentariat, ils sont à la TV, ces panels. Je veux dire, à quel point tu es éliminé dans... Tu sais, Fitzgibbon s'est replacé genre un mois après avoir flambé des milliards. Le gars est dans un hedge fund ou dans une espèce de fonds d'investissement après, puis il est invité comme expert. Qu'est-ce qu'on a manqué, là? C'est incroyable, là. C'est quand même incroyable. C'est la province du no-fault, ici. Oui. Personne n'est responsable de rien. C'est un genre d'Ukraine. C'est un genre d'Ukraine nord-américain, le Québec, là. C'est une des places les plus corrompues. On fait juste semblant que c'est pas ça. Moi, quelqu'un me dit, ben je sais qui l'a engagé, Fitzgibbon. Parce qu'il y a tel et tel projet, puis qu'avec ses entrées au gouvernement, c'est sûr que l'argent qu'ils investissent là-dedans va valoir 20 fois ce montant-là dans pas longtemps, parce qu'il va savoir exactement où aller chercher le cash pour aider à partir de la patente. Je veux dire, Chris, on est dans la corruption par-dessus la tête, là. C'est pas compliqué. C'est pour ça qu'il y a une job, là, parce que le gars, il sait sur quelle ficelle tirer pour avoir du cash. Je veux dire, c'est pas d'autre chose que ça, le Québec, là. Non, mais personne... Jerry disait un matin dans Radio Pirate News qu'on parlait, il dit... C'est parce que c'est un grand déni à la grandeur. Oui. Mais c'est un peu ça. C'est le déni total. Tu sais, exemple, le PM du Québec qui vient d'écrire, puis ça, il vient de le mettre sur Twitter, il vient d'écrire une lettre à Trudeau. Il dit, faudrait que le Canada ait un nouveau brise-glace là, pour aller dans le Grand Nord. Ben, dans le fond, parce que là, ils veulent construire à Davie. C'est ça. C'est ça, là. Oui, c'est pas tant de début. Ce que tu veux, c'est une annonce politique pour aller couper un ruban. C'est ça que tu veux. Mais en réalité, pour relancer à CAQ, ça arrive sud de Québec. On a compris ça. C'est bon. C'est en plein ça.
Mais si tu veux parce que là, ils disent, ça va prendre un bateau là-bas dans le Grand Nord pour surveiller, parce que c'est dans la lettre du premier ministre, là, pour surveiller la Chine et la Russie qui se sont dotés de capacités navales importantes dans ce territoire. Premièrement, ça, c'est toute la calice de marde. C'est gelé par-dessus gelé, là. OK? C'est pas dégelé encore. Ça, tout ça, c'est des hosties de tubes avec du monde dedans, dans le fond de l'eau qui sont là. C'est pas du monde sur le dessus, en haut. Là. Arrêtez de me faire croire que c'est dégelé à grandeur. Ça l'est pas zéro, là. Si tu veux surveiller le Grand Nord, c'est pas compliqué, là. Il y a zéro complication, là. Tu lâches un call à Washington, tu dis, regardez, on vous donne le OK, on vous donne le OK, allez donc voir ce qu'il y a en haut. C'est qui tu penses qui escorte les bombardiers russes de temps en temps? C'est les avions américains, là, les Canadiens. Voyons donc. Ça arrive, d'ailleurs, ça arrive systématiquement depuis 50 ans. Je ne sais pas si vous savez, là, mais les Russes testent constamment le nord de l'Amérique du Nord, juste pour tester un peu c'est quoi les limites, le temps d'interception. Ça a toujours arrivé, ça. Là. Mais il y en a plus qu'avant. Là. Il y en a plus qu'avant. Il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Puis souvent, comme tu dis, les F-18 vont y aller, mais les F-18 sont problématiques. C'est pas pour rien qu'on s'est fait mettre le couteau sur la gorge pour avoir des F-35. On va magasiner, on va se prendre tel modèle, on va prendre tel modèle français. Non, les Américains ont dit, Chris, c'est-tu toi puis moi qui s'en vont chercher la gang en haut, tu vas prendre des F-35, ta gueule, OK? C'est bien que ça marche. Parce que là, en ce moment, les calls, c'est en tout cas, de sources que j'ai, c'est assez fréquent, là. C'est pas une fois par 2 mois, là. C'est toujours arrivé, mais ça le mérite. Trump, ça l'a accéléré bien des choses. La COVID, ça l'a accéléré bien des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont réveillés. Un excellent tweet là, de Jeffrey Tucker cette semaine. Il disait, tu sais, ça... Avant, la droite en général, puis les gens qui sont un petit peu plus militants contre l'État, c'était assez minimal. Mais depuis la COVID, il y a bien du monde qui se sont réveillés. En fait, hostie, l'ennemi, c'est ça. L'ennemi, la menace à notre niveau de vie, c'est pas diffus, c'est pas abstrait. C'est l'État administratif qui pèse sur nos... C'est ça. Puis avec le COVID, ça l'a explosé, cette réalisation-là. D'où, la formation un peu de la nouvelle droite, puis essayer de cater à cette nouvelle réalité politique-là sans trop se ménager, tu sais. Mais ça a fait réaliser, c'est un espèce de gros miroir qui nous met dans la face. Là, tout le monde, y compris les candidats à chefferie du Parti libéral, parle d'éliminer les barrières du commerce interprovincial. Chris, l'IADM, ça faisait 15 ans qu'ils parlaient de ça, ils déchiraient le chemise, ils faisaient des rapports avec des chiffres, ça n'a jamais rien fait. Mais ils le feront pas. Mais ils le feront pas plus. Ben, en fait, c'est facile à dire, parce que c'est facile à dire. Le monde ne sait pas ce que ça implique. Puis, tu sais, toutes les vaches sacrées, il n'y a personne qui remet en question les vaches sacrées. Par exemple, voulez-vous, éliminer le ministère de la Santé au fédéral? Voulez-vous éliminer ça? C'est quelque chose que vous voulez faire? Ça serait un bon début. Oui. On pourrait éliminer, vraiment, un gros problème, c'est l'écart de richesse entre le Canada et les États-Unis. Donc, si vous voulez être compétitif, c'est pas d'avoir accès aux armes nucléaires françaises, c'est peut-être d'arrêter d'entêter et arrêter d'appauvrir votre population. Fait que peut-être d'avoir une situation fiscale qui est compétitive avec nos voisins du Sud. Personne ne parle de ça. Poilievre en parle, il parle de baisser les taxes, tout ça, mais dans le reste de la société, là, ça n'existe pas. Ça. La situation fiscale canadienne, c'est comme Voldemort. On ne peut pas en parler de ça. Ça n'existe pas, ça. C'est vrai. C'est vrai, pareil. Ben non, le fait qu'on est des esclaves, ça a l'air à rien leur crisser, à rien de rien. Mais quand tu fouilles un peu toute leur folerie, en tout cas, c'est parce que je parle... moi, je l'ai suivi un peu de travers, là, les 2 derniers débats. J'essaie de suivre un peu. Chris, oui, ça parle de Trump, mais ça parle pas de tuyaux, ça parle pas de justement de fiscalité, ça parle pas que le socialiste nous a amené probablement on the verge of collapsing. C'est peut-être là qu'on est, là. C'est peut-être le mauvais choix qu'on a fait. Peut-être qu'on a été trop à gauche, qu'on a été trop socialiste, surtout depuis l'arrivée de Trudeau. On a comme, tu sais, à un moment donné, il y a comme un point de non-retour, ce que tu vois là. On est peut-être là. Chris, il n'y a personne de cette gang-là qui se pose la question. Carney, qui est finalement pas le Messie attendu 0-0, qui a de la misère à 0-0-0. Puis les solutions ne sont pas toutes là. Mais pendant ce temps-là, le gars de la Banque du Canada, il dit les tarifs. Puis tu sais, je comprends qu'il parle de tarifs si en plus on va d'un bord et de l'autre. Là. Ouais. Parce que là, les rumeurs qu'on entend, c'est qu'on va charger des tarifs aussi aux Américains. Donc, nous, finalement, on va se faire taxer plus sur des produits qui rentrent des États-Unis. Lui, il dit, c'est pas compliqué, là.
Les entreprises vont perdre des chiffres d'affaires aux alentours de 8,5 %. Le développement, la recherche va être coupée. On va probablement diminuer le nombre d'employés dans chacune des PME, des entreprises, etc. Donc, on s'en va vers une récession canadienne. Et contrairement à celle de la COVID, il n'y aura pas de rebond. Le rebond, il va être très, très, très lent. Et somme toute, ce qui nous tient, c'est que, j'ai fait référence à ce que tu dis depuis toujours, c'est que le marché immobilier canadien risque de dégringoler. Donc là, OK, il arrive quoi, là? Chris, c'est quoi? C'est 2008, on ne l'a pas subi comme les Américains et comme certains pays d'Europe. Est-ce que c'est notre tour, nous autres, là? C'est ça qu'on est en train... C'est le même qui va nous amener ses genoux de cette manière-là? Là? C'est que notre marché... Donc, les jeunes qui sont achetés une maison il y a 2 ans, payés probablement 150 000 trop cher, ça se peut que sa vraie valeur soit maintenant mise dans le livre, puis tu vas te ramasser qu'une maison de 200 000 que tu as payé 400 000, mais tu l'as le prêt de 400 000 à la banque. Mais ça se peut que ça arrive, là. C'est ça qu'on est en train de vivre, là. Ouais, l'intérêt, Brett, ça va probablement pas tant que ça. Puis probablement, ce petit couple-là qui a acheté une maison, ben, votre augmentation de salaire dans les prochaines années ne sera pas assez pour pallier à l'augmentation du coût de la vie. Regarde, je regarde pour un SUV là, à l'heure actuelle, puis avec mon short de Tesla, là, je vais payer ça. Puis je suis en train de regarder, puis le dealer me dit, ben regarde, il va y avoir une augmentation de prix de 7-8% dans les prochains mois sur le futur modèle qui s'en vient, mais on a déjà en stock. Fait que ça, c'est quand même un signal, là, Jeff. Là. Oui. Si tu as ton augmentation de 7-8% sur des chars, ça veut dire qu'across the board, tu vas avoir une augmentation de 6, 7, 8, 10% sur certaines denrées que nous, on paye avec des dollars canadiens, qui ont été ensuite enlevés d'impôts, qui est déjà dans un contexte fiscal qui est élevé. Donc, si le petit couple n'a pas des assets qui outreperforment le marché, ce qui est le cas de bien du monde, je veux dire, la plupart du monde n'ont pas d'actifs à part l'équité qu'ils ont sur leur maison, puis ce petit couple-là n'a pas d'équité sur sa fucking maison. Fait que vous n'allez jamais augmenter votre niveau de vie. Là. C'est ça la réalité. C'est que la promesse qu'on vous a faite d'aller à l'école, de faire attention, d'économiser, de vous acheter une maison, d'avoir 1,5 enfants, une clôture blanche, puis un chien, la réalité, c'est qu'un coup que vous êtes dedans, là, ben, vous n'allez jamais augmenter votre niveau de vie. C'est ça qui va arriver. Puis ça, c'est tout le modèle qui vous écrase. Puis, puis tout le monde là, qui réalise ça, moi, puis le monde ici, puis Duhem, puis Poliev, puis tout le monde qui parle de ça, puis qui essaie de vous réveiller, ben l'ennemi, ça serait nous autres. Ben c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que vous êtes pognés d'un fucking carcan qui a été imposé par le modèle québécois, puis le modèle canadien des 20, 30, 50 dernières années, qui fait en sorte qu'il n'y a plus de croissance économique, qu'on est pogné dans une espèce de Ponzi immobilier, un Ponzi fiscal adossé à de l'immobilier surévalué. C'est ça le Canada. Mais là, les Québécois répondent à ça. Tu sais, ils regardent aller. En français, ils n'ont rien compris. En anglais, il y a du monde qui vont leur résumer parce que 3/4 ne comprennent pas. Puis finalement, on voit que ça va être la même affaire que Trudeau. Là. OK? C'est la même affaire que Trudeau. Là. C'est le même monde! C'est le même crise de monde. Tous les ministres de Trudeau, réalisez-vous, là, il y a du monde qui brasse un peu. J'ai écouté l'autre fois Dutrisac qui disait, Chris, réalisez-vous là, que ce monde-là, c'est le même monde qui est avec Trudeau. Freeland a quand même été ministre des Finances pendant 4 ans. Mais il prêche dans le désert. Oui, mais il prêche dans le désert. Il prêche dans le désert parce qu'à la TV, sur le genre de gros iPhone accroché sur le mur, là, ben Chris, il y a du monde en longueur de journée qui qui vantent ces gens-là. Puis Chris, ça marche. Regarde les sondages. Les sondages des 55 ans et plus, sont en train de wiper le bloc qui adorait il y a 1 mois et demi pour d'ailleurs, la théorie du bloc libéral est pas mal vraie, by the way. Chris, elle est vraie pas pire. Ben, c'est ça. Elle est vraie pas pire. Puis là, après ça, tu te ramasses avec ça. Et là, tu te dis, OK, le comportement des gens avec les libéraux, avec ce gang-là, parfois, on va les remettre au pouvoir, on va continuer ce qui nous a démolis. Mais Chris, à la fin de la journée, le gars qui est l'enfant de chienne, c'est Trump. Non, moi, là, je suis perdu. Sérieusement, moi, je vois plus clair. Là. OK, moi, je vois plus clair. Je suis en tabarnak. Je suis en train de... Moi, je vais commencer probablement supposément ce qu'on m'avait vendu, les plus belles années de ma vie. Je vais tomber à la retraite dans 5, 7, 8, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas. Probablement qu'on va être dans la marde bien plus qu'on le pense parce que de notre propre faute en passant. Puis là, on a une opportunité, Chris, d'essayer de réagir, que ça finisse d'un bord. I don't fucking care. Là. Regarde, on aura le drapeau qu'on aura. Je m'en calisse. Je veux juste avoir un monde où je suis capable de sauvegarder mes avoirs que j'ai travaillé fort pour puis que mes enfants, avec leurs enfants, ont un meilleur futur. Chris, c'est pas bien compliqué ce que je demande. Là. Je ne demande pas d'avoir un avion, un jet privé. C'est pas ça que je demande. Là. Mais Chris, je vais avoir quelque chose de pas pire. Mais là, Chris, je commence à être inquiète pour vrai parce que la gang qui nous mène, c'est toutes des calices de socialistes en marde, puis les gens qui les élisent, des têtes folles.
qui passe de un à l'autre en l'espace d'un débat ou d'une émission de TV le dimanche soir. Ça switch de même, puis ça va de pire en pire, et non jamais pour le meilleur. Là, lui, c'est le méchant, lui, c'est le bon. Câlisse, le bon que tu as identifié, c'est lui qui t'a rendu esclave, c'est lui qui t'appauvrit, c'est lui qui fait que la livre de beurre est à 8,99 au lieu de 4,99. Chris, pourquoi tu choisis toujours l'enfant de chienne de la gang? Bien là, je me dis, hostie, on mérite ce qui nous arrive. Mais à partir de là, ça n'améliore pas ma situation, ni celle de ma famille. C'est juste la décroissance, puis c'est juste du moins demain que j'avais hier. Ouais. Fuck! Ouais, c'est ça, comme je te dis, les expectations de croissance des plus jeunes à l'heure actuelle, c'est jamais arrivé, by the way, dans l'histoire du Canada que les enfants n'ont pas eu de meilleures conditions que les parents. C'est jamais arrivé, c'est nouveau, ça. C'est nouveau. Puis, tu sais, il devrait avoir, normalement, dans une société mature et dans notre démocratie, un gouvernement comme celui de Trudeau, avec tous les indicateurs économiques et sociaux qu'on a devant les yeux, c'est un gouvernement qui devrait être rayé, c'est un parti qui devrait être rayé de la carte. Puis juste en changeant de leader, en faisant genre une espèce de remaniement, ça ne devrait pas changer le fait que ce parti-là devrait être rayé de la carte. Que vous aimiez conservateur, Trump ou pas, là, ça ne devrait pas changer. On devrait être assez mature pour dire, asti, le gars a doublé la dette en 2 ans, ils sont virés complètement sur le top. OK? Puis ces gens-là devraient être sévèrement punis et rayés de la carte, puis même plus se trouver des crises de job après, là. Ces gens-là ont détruit le Canada tel qu'on le connaît. C'est-tu clair, ça, là? Comment ça, il n'y a personne qui le dit nulle part, ça? On devrait sortir avec le goudron et les plumes, c'est un 2x4, je vois le vert, puis merci, bonsoir. Mais non, Chris, ces gens-là vont se ramasser à l'ONU, ils vont se ramasser dans une organisation green quelque part dans le monde, ils vont continuer de nous écœurer avec des histoires de taxes de carbone, puis tout ce que tu veux, puis ça va jamais finir. Et je suis obligé de vous dire que, regarde, Trump, moi, je trouve qu'il dérape un peu, là, OK? Je vais avouer que des fois, je le regarde aller, je me dis, calé, c'est où est-ce qu'il s'en va? Mais plus souvent qu'autrement, c'est viens me chercher. Viens me chercher. Je comprends qu'il y a des affaires où des fois, je trouve qu'il swing bizarre, là. Mais c'est pas grave. Je le prends anytime par rapport aux débiles et aux incompétents qui sont en train de nous amener où ce qu'on veut pas aller. Mais sais-tu quoi? On n'est même pas... Si je me fie au sondage, ou à peu près, on n'est même pas 15 % de même. On n'est pas 15 % qui voient clair. Les autres, c'est toutes des... C'est du monde qui sont complètement perdus, tu sais. Ouais. On est-tu fin? On est-tu fin? 2 bouts avec notre chum Joe Hamel aujourd'hui. On en a plus encore, parce qu'on a fait quasiment 1h15 sur la version Prime de Radio Pirate. On est stand-by, Jerry, t'es stand-by? Jerry? Yes! T'es stand-by? Parfait, parce que tu boursicotes après. Tu nous fais un petit vin pour les pirates cheap. Et par après, on a aussi un autre moment le fun avec Yann et Frank sur Radio Pirate. Jeff Fillion. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Oh. Il y a une petite boîte de boursicotage. Il y a une petite boîte de boursicotage. Yes. Il y a une petite boîte. Oh oui, on est prêt. Ça boursicote. Parce que c'est mercredi. Parce que c'est mercredi. Exactement ça. Puis si vous aimez le boursicotage de Radio Pirate, bien, des fois, ça déborde. Des fois, il y a du stock. Il y a du surplus, comme on dit. Et le surplus, bien, venez me voir sur Substack. Donc, facile de trouver. Jerry Boursicoteur sur substack.com. Vous allez trouver ça le fun. C'est bien. Il y a toutes sortes d'affaires bien le fun. Là, dans la vie, il y a des mystères. Puis il y a un grand mystère. Pour moi, il y a le mystère du boursicotage. J'ai pas trouvé encore. J'ai pas trouvé encore la solution à 100%. De quoi? Warren Buffett. Parce que on l'a eu il y a quelques semaines, le nouveau listing, autrement dit. Qu'est-ce que Berkshire Hathaway a fait comme mouvement boursier? Ça intéresse beaucoup de monde. Il y a eu la rencontre, justement, là, des actionnaires de Berkshire Hathaway. Mais on veut savoir, c'est quoi le mouvement de Berkshire Hathaway? Mais il y a des choses qui ne bougent pas. Comme exemple, le 400 millions d'actions de Coca-Cola. Berkshire Hathaway a 400 millions d'actions de Coke. Mais c'était comme ça l'année passée. C'était comme ça il y a 3 ans. Ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé depuis qu'ils ont acheté. La date, si je me souviens bien, la date, c'est dans les années 80. C'est dans les années 86, 87. Ils les ont depuis ce temps-là. Ça n'a pas bougé. Ils n'ont pas acheté une de plus, puis ils n'ont pas vendu une. Ça n'a pas bougé. Il y a des affaires qui bougent plus. Comprends-tu? Comme Apple. Le bonhomme, le buveur de coke, lui, il a loadé en crif du Apple pendant un bout de temps. Là, il l'a dégraissé, mais il en reste quand même 300 millions d'actions. Mais il a monté encore beaucoup plus haut que ça. Je pense que la moitié de ses actions d'Apple, il les a liquidées. Mais il en reste encore un méchant tas, là. Mais les traders, investisseurs, ceux qui bâtissent leur petit portefeuille, ils aiment ça savoir qu'est-ce que le bonhomme fait. Et là, dans les derniers moves qu'il a fait, parce que ça, le rapport qu'on a, ça prend toujours un mois avant de l'avoir. Lui, le bonhomme, il bouge, mais publiquement, on a le rapport un mois après. Là, mettons, on voit, mettons, il a vendu du Bank of America. Il a vendu du Capital One. Il a vendu du Louisiana Pacific. Louisiana Pacific, c'est des matériaux de construction. C'est dans ce domaine-là. Il a vendu des parts. C'est comme Capital One, il a liquidé 18 de ses parts. C'est quand même beaucoup. Il y a Citigroup, il a vidangé 73 de ses parts. C'est énorme, gros move. Il a délesté du Citigroup à tonnes. Il a acheté du Domino's. Il a acheté une grosse part de Domino's. Il a acheté du Pool Corp. Pool, c'est, ça le dit, c'est une compagnie qui vend des piscines creusées et des spas. Là. Puis il a liquidé, mettons, du Charter Communication. Il a liquidé. Mais il y a une affaire qui m'énerve. Et là, il est là, mon mystère. Il n'a pas racheté. Il a accumulé encore. Il a additionné des actions de Sirius XM. Attends un peu, là. Attends une minute, là. Attends, là. Hey, le bonhomme. Attends. Non, il attend pas, lui. Il achète. Boum, boum, boum. Ah, il a encore acheté un gros tas de Sirius. Oui, il a reçu pas mal depuis un bout, hein? Berkshire Hathaway est rendu à 117 millions d'actions de Sirius XM. C'est à cause d'un channel qu'il aime, je pense. Oui, il aime beaucoup le channel d'Elvis. Mais là, je comprends qu'il aime le channel d'Elvis. Oui, mais c'est cher un peu. Oui, il a juste à s'abonner normalement. Parce que moi, ça me coûte juste 6$ par mois avoir le channel d'Elvis. Oui, là. Lui, il a accumulé 117 millions d'actions. Mais en fait, c'est qu'il le fait depuis 2022. Et là, l'histoire, c'est qu'il a commencé... Lui, ils n'ont acheté une partie. Ils en ont racheté. Ils en ont racheté encore. Puis ils en ont racheté encore. Puis on arrive aujourd'hui, de 2022 à 2025, ils en rachètent encore. Là, il est rendu à 117 millions d'actions de Sirius XM. Mais l'histoire, c'est que en 2022, le stock était à combien? 60$ à peu près. Après ça, l'action est tombée à 50$. Après ça, l'action est tombée à 40$, à 30$, puis à 20$. Présentement, Sirius XM, l'action est à 20$. Ça veut dire quoi? Le bonhomme, il fait un average down. Jeff, c'est le plus gros average down que j'ai vu de ma vie. Là. Ouais. Moi, je check la bourse depuis 1994. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça. Il accumule du Sirius XM, mais le stock de Sirius XM descend tout le temps. Puis lui, il accumule encore. Tu dis, il va arrêter. Non, il en rachète, boum. Mais c'est quoi sa shot, c'est quoi? Il pense qu'en faisant son average down, il pense que ça va rebondir, j'imagine? C'est quoi? Ben, je sais pas. Il est là, mon mystère. C'est mon mystère. Pourquoi je comprends que Sirius, présentement, donne un dividende. Bon, il donne 4% de dividende. Donc, son argent, quand même, il rapporte. Là. Le bonhomme, il n'est pas fou. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, je mettrais ma main dans le feu que le bonhomme, en ce moment, le prix de l'action est en bas du prix moyen de ce qu'il a payé là, depuis 2022. Ça, c'est garanti. Je mettrais ma main dans le feu. Donc, mais il accumule tout le temps. J'ai pas trouvé la clé. J'ai pas trouvé... Je ne suis pas tout seul qui ne l'a pas trouvé. Il y a une gang qui ne l'a pas trouvé. Donc, personne ne l'a trouvé. On ne l'a pas trouvé. Pourquoi? Je dis, ouais, il aime Elvis. Ouais, mais il aime Elvis. C'est pas une raison, ça, Carlis. Il aime Elvis.
Après ça, quoi? Là? Il trouve ça le fun, là, la musique qui vient du ciel. Oui, la musique qui vient du ciel. Je sais pas. André de Césaris, qu'on était chez XM Sirius pendant 6 ans, André de Césaris, qui était le patron québécois, disait « Le jukebox dans le ciel ». C'est ça. J'aime ça. Le jukebox dans le ciel. En fait, c'est que Sirius XM, c'est une compagnie qui fait de l'argent. Là. C'est des revenus. Ben, je dis fait de l'argent. C'est des revenus. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Mais là, j'en reparle parce que le bonhomme n'arrête pas d'accumuler. Tu dis, il va arrêter, il n'arrête pas. C'est des revenus de 8,7 milliards. OK? C'est une compagnie qui traîne une maudite dette de 10,7 milliards qu'il faut refinancer. Blablabla. Mais si quelqu'un me trouve pourquoi que le bonhomme fait... Je dis, oui, il fait un average down pour se sauver de là. Peut-être, mais c'est pas le style à Buffett pareil. Il y a quelque chose en arrière de la tête. Il pense à quelque chose. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi l'action de XM Sirius, parce que c'est une belle business, c'est quoi? C'est l'endettement qui est problématique? C'est quoi? C'est l'endettement qui est problématique. Ils ont des cailloux dans les souliers. Là. Ils traînent cet endettement-là. Puis, il y en a qui essayent de trouver pourquoi Buffett fait ça. Il y en a qui disent, à un moment donné, Berkshire Hathaway va retirer Sirius XM de la bourse. Il va privatiser ça, il va leur montrer, il va leur créer ça en bourse. Voilà, il va privatiser ça. Il va payer la dette. Il va mettre ça à sa main, comme Berkshire Hathaway le fait très bien. T'sais, ils l'ont fait avec plein de produits, là. Les bobettes, Fruit of the Loom, puis ils achètent, ils font le ménage là-dedans, ils reprennent de la valeur, puis si c'est une belle valeur, ils le gardent. C'est une machine à fric, ils le gardent. Puis ils peuvent leur vendre par après, mais ils peuvent le garder aussi. Est-ce que je cherche des solutions, est-ce qu'il veut un jour être propriétaire de tout ça puis que Sirius soit plus à la bourse? Regarde, je vais te donner ma vision de gars de Chicoutimi-Nord à 2 pièces. En train d'accumuler beaucoup d'actions, surtout quand les actions baissent, parce que c'est ça que tu es en train de me dire. Il baisse depuis que Buffett a commencé à accumuler. À un moment donné, probablement qu'il est déjà rentré sur le CA. Et là, sur le CA, dépose un chèque à un moment donné. Regarde, la dette, on va régler. Boum! Voici pour la dette, mais en échange de la dette, donne-moi 70% qui reste. Puis maintenant, la compagnie est à moi. Oui. C'est un peu ce que les Soros ont fait avec Audacity, l'ancien CBS Radio, un des plus gros réseaux de radio avec iHeartRadio. Il y a 2 gros réseaux de radio terrestres en Amérique. Il y a iHeartRadio et il y a Audacity, pardon de même, qui est l'ancien CBS Radio, 200 grosses stations de radio, K-Rock à New York, K-Rock à Los Angeles, regardez, 200 grosses stations de radio. Et les Soros ont acheté cette patente-là en achetant la dette. Ils ont acheté 40% de l'entreprise en achetant la dette, parce qu'eux autres, il y avait un problème de dette, et c'est ça qui faisait que là, ils étaient comme pognés au cou. Et là, en allant chercher de nouveaux investisseurs qui se sont fait donner des actions en échange de du rachat de la dette, bien là, les Soros sont pas mal en charge de 200 stations de radio. Donc, pour ceux qui craignent cette famille-là, me dire de quoi, ils sont en train de se bâtir quelque chose d'assez puissant, parce qu'entre autres, là-dedans, il y avait beaucoup de stations de radio parlées conservatrices. Okay. Donc, on s'entend qu'eux autres vont faire quoi avec ces stations de radio-là, tu penses? Ils vont les flipper de l'autre bord. Hein? Mm-hmm. Donc, ça fait freaker beaucoup de monde. Mais j'ai l'impression que pour d'autres intérêts, lui, c'est probablement plus financier, mais il va faire une offre sur la dette à un moment donné. Si c'est la dette qui est le boulet de cette compagnie-là, c'est la dette, oui. C'est ça qu'il va faire. Donc, pogne les actions d'un bord, va payer la dette. En échange, bien, regarde, je pars tout le pactole. Et le pactole, je le mets privé, puis ça vient dans mon portfolio. C'est ça. Puis on offre un montant aux actionnaires, aux plus petits actionnaires. Parce que lui, on s'entend-tu que c'est un gros actionnaire? C'est le plus gros. C'est le plus gros. Là. Mais là, aux autres, il va dire, bon, on vous donne, je sais pas moi, on vous donne 22 piastres l'action, puis ça finit là. Merci, bonsoir. Mais je ne sais pas quand ça va finir, parce que le stock doucement continue à descendre, puis le bonhomme continue à accumuler. C'est ça. Je pense que tu es là-dessus. Là. Quand ça va se passer, je ne sais pas du tout. Mais en ce moment, il donne un peu de dividende. Il donne du dividende, c'est ça qui règle le problème. En parlant de dividendes, il y a un stock présentement. Il prenait
Je vois là comment il prenait tantôt, puis ça bougeait beaucoup. Puis pourtant, c'est un gros GM. GM, il prenait il est quasiment 5% en pré-market. Juste de même, parce que c'est une nouvelle qui est passée. La face, c'est que GM, dans le passé assez proche, là, il y avait un énorme plan de rachat d'actions. Et là, ils vont continuer leur plan de rachat d'actions. Hey, quand tu penses que GM, aujourd'hui, au moment où on se parle, sur le marché, il y a 995 millions d'actions. Je veux dire, c'est beaucoup. Hein. C'est des centaines de millions d'actions de moins qu'il y avait il y a 3 ou 4 ans. Donc, on est passé en bas du milliard d'actions sur le marché de GM. Ça fait quoi, ça? La compagnie rachète de ses actions, ça donne une certaine valeur à la compagnie, en partie. Puis GM aussi a annoncé qu'elle allait augmenter le dividende. Donc, ils vont donner un dividende un petit peu plus haut. C'est pas un gros dividende, mais quand même, ils vont le monter. C'est ça qui drive GM présentement. Là. Et il prend 5% après market. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr que si tu regardes le graphique de GM, il est moyen. Il a fait une méchante drive l'automne passé, comme beaucoup de stocks à bourse, qui a fait une bonne drive. Mais comme blue chip américain, GM, ça peut être très intéressant au prix qui est là, autour de quoi, 48 piastres, 45, 48 piastres. Ça peut être très, très intéressant parce que, justement, cette continuité-là de rachat d'actions donne une valeur à la compagnie. Puis on l'a vu, ce qui s'est fait dans le passé, ça a fait grimper le stock à un moment donné. Il y a moins d'actions sur le marché, puis c'est intéressant. Le Bitcoin, je sais que ça fait parler beaucoup. Là. Yes. Parler beaucoup de Bitcoin, donc les oiseaux de malheur nous parlent de la fin du Bitcoin, quasiment. Oui, c'est ça, oui. Puis là, il y a un mois, c'était le Bitcoin à un demi-million. C'est ça. Le Bitcoin, c'est ça. Bitcoin, c'est tout ou rien, OK? Donc, 87 000 US aujourd'hui, au moment où on se parle. À peu près ils entendent, il est quasiment à 65 000. Là. Oui, c'est ça. Calmez-vous une aire. Là. Exactement ça. C'est les chiffres du mois de novembre. Là. C'est ça, exactement. Donc, la moyenne mobile de 20 jours. Donc, la moyenne mobile, ça, c'est le prix moyen des 20 derniers jours. OK? C'est 95 000. Le prix moyen des 50 derniers jours, qui est à peu près 2 mois, grosso modo, c'est 98 000. Mm-hmm. Mais la moyenne mobile des 200 derniers jours, c'est 81 700. Mais le support, là, il est là. Il est là. En ce moment, il est à 87, mais le gros support, énorme, un support là, bétonné, c'est à 81 700. S'il perd ça, là, on peut flyer par en bas. Mais ça, c'est un support énorme. Là. Vraiment. Et l'autre chose à dire aussi par rapport au Bitcoin, parce que ça veut dire, moi, je suis un boursicoteur, puis c'est des indicateurs que je regarde tout le temps. Mais la force relative, puis j'en parle de temps en temps. Je suis tannant, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du boursicotage. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas à RDI pour parler du taux de chômage. C'est-à-dire, c'est pas ça. Le boursicotage, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est pas Gérald Fillon. Le boursicotage, c'est pas le journal des affaires. Le boursicotage, c'est du trading. Mais moi, si je vous dis en ce moment que le Bitcoin, la RSI est à 29, ça veut dire quoi? Tabarouette, survendu. Je suis allé voir, grosso modo, survendu pas à peu près, là. Dans les 5 dernières années, OK, il a été survendu. Mais c'est un peu ce qui fait paniquer, c'est un peu ce qui fait sortir les oiseaux de malheur. Là. C'est le fait qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde qui liquide leur Bitcoin. Oui, c'est exactement ça. Beaucoup de monde qui ont la chiasse, ils ont peur. Puis il y en a là-dedans qui ont peur, puis ils partent en perdant de l'argent. Il y en a qui ont peur, ils partent avec leur profit, puis qui sont dedans depuis un bout de temps. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas peur, puis qui restent, tout simplement. Puis il y en a un peu qui achètent à travers, c'est tout à fait normal. Mais si on regarde, comme je voulais te dire, depuis 5 ans, c'est arrivé 8 fois en 5 ans, qui a été aussi survendu que ça. Donc, c'est pas arrivé souvent. Donc, ça c'est... Puis, quand c'est survendu comme ça, bien souvent, il y a un pop par après qui peut être le fun. Donc, en ce moment, très, très survendu le Bitcoin. Et le 81 700 $, là, ça, c'est vraiment le gros plan, le support. Support énorme, énorme, énorme. Là, je m'embarque dans une patente. Okay? Parce que
je sais que... Puis le boursicotage, tu as des affaires... T'as des affaires qui réfléchissent, OK, stratégiques. Tu dis, OK, ou telle compagnie, telle affaire, c'est une telle tendance. Il y a comme une réflexion. Mais il y a aussi le boursicotage, je vais dire ça un peu, comme le genre de petit boursicotage cave. Cave dans le sens que il n'y a pas de réflexion ben en patente. C'est juste que souvent, ça marche. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi un insider dans une compagnie? Un insider, c'est quelqu'un qui est relié à la compagnie. Ça peut être le CEO de la compagnie. Ça peut être quelqu'un qui est sur le board. Ça peut être un directeur de la compagnie. Quelqu'un qui est dans la direction de la compagnie. Moi, j'aime ça, fouiner. Puis ça m'arrive de temps en temps. Je suis curieux. J'aime ça fouiner, moi, dans les petits stocks, les penny stocks, qui ont beaucoup de transactions d'insiders. Je parle de transactions d'achat, pas de vente, pas du monde qui liquide, mais d'achat, parce que je me dis, si du monde de la direction load le troc, moi, je veux le savoir. Puis, by the way, si tu loads le troc de, mettons, je sais pas moi, il y a un insider de Facebook qui achète 5 millions de dollars d'actions. Moi, ça me crisse absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie qui vaut des milliards et des milliards. C'est pas lui qui va faire varier le prix de l'action. Lui, il est comme un autre. Tu dis, hey, il a mis 5 millions de dollars dans Facebook. 5 millions de dollars. Christophe, c'est un clin d'œil. C'est-à-dire, c'est rien. Là. Mais quand un insider ou des insiders load le troc d'un penny stock, d'une compagnie que personne ne connaît, moi, ça m'intéresse beaucoup. Il est arrivé quelque chose en 2023. Là, je parle personnel. C'est un exemple que je donne aux pirates. La compagnie, le code, c'est DRT à Toronto. Ça, c'est le code. Dirt Solution. Donc, une compagnie Dirt Environmental Solution. Oubliez le mot environnemental. Là. Eux autres, ce qu'ils font, c'est une compagnie de Calgary, spécialisée dans les modules intérieurs de bureaux. Tu sais, exemple, tu as une entreprise, tu mets des bureaux à l'intérieur, tu sais, des murs, des cubicules, des ci, des ça, tu changes la décoration, tout ce qui a rapport à l'ergonomie des bureaux. Eux autres, c'est leur business. Ils font de la business aux États-Unis, ils font beaucoup de business au Canada, mais c'est une petite entreprise, mais quand même cotée à bourse, combien de Calgary? Toi, tu vas dire, où tu fais où, Jerry? Non, mais là, l'histoire. C'est que moi, à l'époque, j'ai vu qu'il y avait des insiders de cette compagnie-là qui avaient acheté des tonnes d'actions. Puis je dis, hein? C'est vraiment bizarre, ça. Une petite compagnie, et ils ont les dirigeants, le boss, la direction, ils ont loadé le troc d'actions. Ils ont passé quasiment 3 semaines à acheter à coût de 100 000, à coût de 200 000 $. Je dis, tabarouette, qu'est-ce qui se passe là? Mais moi, j'ai acheté le stock DRT. Moi, j'ai acheté ça dans le coin de 35-36 cents, grosso modo. Là. J'en ai acheté à plusieurs prix, là, mais dans le coin de 35, 36, 37 cents. Le stock a monté, là. 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois à peu près, grosso modo. Boum, 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 boum. Le stock monte. Il a monté dans le coin jusqu'à 75 cents, 80 cents. Il est redescendu dans le coin de 60 et quelques cents. Je suis sacré mon camp. Moi, je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté beaucoup, parce que tu veux dire, on s'est entendu que c'est un penny stock. Mm. Oui. Mais j'ai quand même fait 1500 $, avec 1900 $. Moi, je n'ai acheté 5000. Ça a coûté 1900 $. Je les ai revendus 3400. J'ai fait 1500 $. Pas pire ride. Juste sur une chose. Qu'est-ce que les insiders ont fait? Je dis, comment ça qu'ils loadent le troc? Je me fous de la compagnie. Je me fous de qu'est-ce qu'ils vendent. Je m'en sac. Je fais juste pogner un penny stock qui a beaucoup d'anomalies, si je peux dire. Énormément de loadage de troc. J'en ai une compagnie
pour vous autres, un penny stock canadien. C'est rare que je suis des penny stock, mais je sais que le monde adore ça. Alors, en ce moment, il y a un penny stock canadien, là. Ça load le troc. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Là. Ça n'arrête pas. À tous les jours. Boum, boum, boum. Du 11 au 26 février. On est quelle date aujourd'hui? 26. Excusez-moi, c'est du 11 au 25. Donc, c'est en date d'hier. C'est du 11 au 25 février. Il y a une compagnie à numéro. La compagnie, c'est 21 76 423, Ontario. Une compagnie ontarienne qui achète des actions. Il achète ça à coût de 150 000 $, 200 000 $, 250 000 $, 178 000 $. Il trade tous les jours. 2 trades par jour. Boum, boum, boum. Ça n'arrête pas. Boum, boum. Après ça, il y en a un autre. Monsieur Sprott, Eric Sprott. Il y a une compagnie à numéro. Et il y a un gars tout seul. Eric Sprott. On le connaît, Eric Sprott? Le milliardaire canadien. L'ancien gars de Merrill Lynch. Lui, il est venu riche avec... lui, il est dans le Hall of Fame des métaux précieux. Tu sais, l'espèce d'organisation canadienne des métaux précieux. Là. Lui, il est dans le Hall of Fame. C'est un spécialiste de l'or. Il y a un fonds négocié en bourse. Un peu comme la sonde. Ben, c'est le Lassonde ontarien. OK. Regarde, Sprott puis Lassonde, là, ils ont mangé ensemble souvent. Ça j'en suis convaincu. Là. Ils se connaissent très, très bien. Mais Eric Sprott est en train de loader le truck, lui aussi. Donc, la compagnie numéro load le truck. Sprott load le truck. Lui, il coûte 150 000, 250 000. Boum, boum. Encore. En veux-tu? Boum, encore une autre chose. Bing, bang. Arrête. Non. Mais c'est quoi le nom de la compagnie? Erdene Ressources. ERD à Toronto. Une petite entreprise canadienne qui sont dans l'art, la prospection. C'est un penny stock. Le stock vaut 65 cents présentement. Le haut de l'année sont les 19 cents. Le bas de l'année, 33 cents. Il vaut 65 cents présentement. Et la compagnie à numéro et Sprott sont en train de loader le camion. Moi, ça m'énerve. Et que ça m'énerve. Et que ça m'énerve. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, Erdene Ressources? C'est une compagnie qui est basée à Halifax, le siège social. Eux autres, 100% de leur entreprise, c'est des projets de mines d'or en Mongolie, dans le désert de Gobi. Vous irez voir le site Internet erdene.com, erdene.com. Leur projet en Mongolie, il paraît que là-bas, il y a un dépôt d'or high grade énorme. Les carottes, ils sortent des carottes de là, il y a de l'or. Donc, ils ont des projets d'or en Mongolie, en plein désert de Gobi. Là. Il n'y a pas un arbre là. C'est une des places les plus sèches au monde. Puis cette petite entreprise-là, c'est des prospecteurs qui investissent dans le désert de Gobi. Tabarnache. La compagnie à numéro, puis Sprott load le truck. Ça m'énerve. Moi, je n'ai pas acheté d'action, là. Mais ça m'énerve, Jeff. Tu peux pas savoir. OK, Jerry, donc redonne-nous le code et le nom de la compagnie en question pour ton penny stock. Oui, c'est ERD à Toronto, donc Erdene Ressources. Un petit penny stock avec beaucoup de mouvements d'insiders. OK, bien si vous êtes sur la version Prime de Radio Pirate, bien sûr, vous avez encore plus de boursicotage. On double la mise. Tiens-toi. Joe Hamel avec Yann et Frank après. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. Les amis, Yann et Frank, parce qu'on est mercredi. Yann et Frank. Comment allez-vous, les boys? Raoul. Est-ce que vous êtes prêts à partir en guerre nucléaire contre les États-Unis, vous autres? Qu'est-ce qui s'est passé là, man? Je sais pas ce qui s'est passé là. Le pire, c'est que c'est comme une nouvelle qui est comme passée inaperçue. Personne ne parle de ça. Oh oui. Ah non, tu sais, Poiliev s'achète un sandwich shawarma avec du Bitcoin il y a 3 ans dans une vidéo YouTube. Chris, on a encore ces affaires-là dans des chroniques des fois.
Hey, Poliev, là, avec son Bitcoin. Oui. Et comme l'autre, ça veut faire sauter quasiment les États-Unis, mais il n'y a pas de nouvelles Il n'y a là-dessus. pas de nouvelles. Il n'y a personne qui traîne ça nulle part. Il n'y a pas juste Christia là, dans cette affaire-là. Ouais. Non. Carney sous-entend carrément qu'on va se faire envahir par les Amériques à partir de l'Alaska. Oui. Oh oui. Tu sais, c'est comme il faut investir dans l'armée canadienne à cause du Nord. Puis les États-Unis, c'est plus un ami, puis c'est un threat maintenant, puis il faut défendre le Nord. Là, t'es là, voyons, tabarouette, avez-vous pris vos pelules le matin? On va faire sauter Washington, mais avec une bombe française. Mais c'est là que tu vois qu'il ne parle plus du tout, mais absolument Non, pas du tout c'est aux psychologique. jeunes, absolument pas aux gens de la population active. C'est du fear-mongering. Il parle aux vieux d'un CHSLD. Oh, oui, c'est ça. Bon, puis pas rien que les vieux d'un CHSLD. Moi, je te dirais que... écoute, je veux préciser, je le précisais tout le temps, là, les X de la région de Québec, même les plus vieux, sont dans une ambiance différente depuis l'arrivée de Radio X en 96. OK? J'exclus cette gang-là. Ceux, d'ailleurs, qui n'ont pas été baignés dans ce genre de patente-là, puis qui, malheureusement, je vais parler des gens de région, nos régions dans lesquelles on vient, nous autres, Frank, même chose pour Yann, que tu viens du bas du fleuve et tout. Eux autres, ils ont été... Un bout de temps, ils n'étaient pas pires parce qu'ils étaient comme dans leur patente, mais malheureusement, avec l'arrivée des réseaux, autant de radio que des réseaux de télévision, puis maintenant, les journaux locaux n'existent plus vraiment. Eux autres sont comme devenus un peu plus montréalais que, je dirais même plateau quasiment. Donc là, je regarde la réaction des gens de 55 ans dans mon Facebook, là, mais les 1967-66, les chums à moi, là, les filles, les gars, hey, je vais le nommer, là, mon chum Charles Desbiens, là. C'est un rough, ça, là. Charles Desbiens, c'est un tough, là. Charles Desbiens, lui, mon chum Charles, il est complètement... lui, c'est un pause de Trump aux 2 heures, un pause de Musk. Sont apeurés. Les X, c'est tout le monde actif encore, là. C'est pas des retraités du gouvernement. Il y a une compagnie de construction. Je le regarde aller, je me dis, my God, Charlot, ça va-tu bien? Mais j'en ai plein de mon âge. Donc là, moi, j'ai élargi le groupe. Tu sais, avant, on parlait des boomers, mais les vieux X sont dans la patente aussi, là. Ben oui. J'avais un chum, moi aussi, qui s'appelait Charles Desbiens, mais il venait de Chambord. OK? On l'écœurait souvent avec ça, Charles Desbiens de Chambord. C'est parce que Desbiens, c'est à côté de Chambord. Oui. Ça m'a tout à fait rire, ça, Charles Desbiens de Chambord. Oui, mais mon chum Charles, c'est un good guy, là, tu sais, de temps en temps. C'est le meilleur chum, je sais pas, des fois, il se frappe sa gueule, les deux, là, mais c'est le meilleur chum de Mario Pelcha. Et des fois, quand les gars sont sur la go, ça porte des méchantes bagarres. Mais c'est des toughs. C'est des bums. C'est des gars qui, naturellement, devraient être des républicains. Et sont apeurés comme le maire. Sont pareils. Moi, ça me décourage, mais raide. Là. Sérieux, ça me décourage. Non, mais je pense qu'on ne sait plus comment le dire. Là. C'est que... Tu sais, il y a toutes sortes de négociations qui se passent en même temps. Puis malheureusement, on est juste focusé sur la nôtre. Mais tu sais, est-ce qu'il y a une guerre commerciale avec les États-Unis? Mettons qu'on va jusque-là et qu'on dit oui, parce qu'officiellement, les tarifs ne sont pas encore en vigueur. Mais là, il a dit oui, le 4 mars. Mais oui, il avait dit ça aussi pour le 1er mars. Pour le 1er février, je veux dire. Exact. Ils ne sont pas commencés encore. On verra. Puis, tu sais, si ça dure 5 semaines, les tarifs, tu sais, c'est-tu vraiment ça, une guerre commerciale? Ouais. Mettons qu'on accepte le langage puis on est en termes de guerre commerciale. OK, parfait, je concède, j'accepte le langage. Tu réponds pas à une guerre nucléaire avec une bombe nucléaire, tabarnak. Non. Tu sais, là, à un moment donné, là, ça va être correct. Tu sais, tu peux pas aller plus loin que ça. Voyons, de quoi vous parlez? Là, je dis, mais c'est pas ça qu'elle a dit. Oui, mais elle est en train de créer des alliances, des nouvelles alliances en dehors de l'OTAN. C'est pas ça qu'elle a dit. C'est carrément ça qu'elle a dit. Elle veut créer une nouvelle alliance en dehors de l'OTAN pour se protéger des États-Unis qui, maintenant, est une menace. Oui, c'est ce qu'elle dit. C'est important d'inclure la France puis l'Angleterre parce qu'eux, ils ont la bombe nucléaire. Oui. Là, tu te dis, man, je sais plus quoi dire. Là. Moi, je sais plus quoi dire. Là. Moi, je veux dire, pendant ce temps-là, Macron était assis avec Trump en train de se faire des high-fives. Ça se tape ses genoux, puis l'autre, il dit « You wonderful wife ». Ah ouais. Moi, c'est le troll un peu. Là. Non, mais il aime Macron. Tu sais, Macron, nous autres, on l'aime pas. Les Français l'aiment pas. Tout le monde trouve un peu beige.
Mais il y a toujours une complicité correcte entre Macron et Trump. Et, Mais Macron a décodé Trump. Oui. Faut qu'il soit chum avec. Il a compris qu'il fallait qu'il soit chum avec. C'est pas dur, sérieux. C'est parce que le problème des Québécois, là, c'est que leur hypothèse de base, c'est que le gars, il manque une botte. Oui. Changez cette hypothèse-là. Ce que tu parles là, c'est vrai, parce que, tu sais, moi, je pense que c'est un gars, tu sais, il fait son tough, mais le gars, il aime ça avoir du fun. Ça, c'est assez clair, il aime ça avoir du fun. Garde-les dans le bureau aval. Il sait qu'en avant de lui, il y a 75 journalistes, puis il y en a 55 qui laissent à mourir. Il sait. Il lui fait des jokes, il lui tire des crayons, il les pique un peu, mais il les laisse rentrer à tous les jours pendant 2 heures de temps. Ensuite, il va voir le monde qui sont sur le bord de visiter la Maison-Blanche. Il va les saluer, comment ça va, bienvenue, c'est une belle place, c'est vraiment incroyable, vous allez triper, etc. Le gars, là, il est pas si pire que ça, là. Le gars, c'est Riviera Gaza. Oh, la vidéo est tout à fait extraordinaire. C'est drôle. Ah, ça, c'était carré, ça. De bon sens. Oh, oui. Christophe, la statue dorée de Trump. Mais il met ça grotesque pour que ce soit évident. Ben oui! Comme dans le panneau, pareil. Ben oui! Hey, mais là, ils sont là, puis regarde l'imbu, le malade, il a mis... Ben oui, mais il fait ça pour que tu réagisses. C'est une joke! Comment, man? Non, c'est comme l'histoire du gouverneur, tu sais, quand il a dit encore la semaine passée, il dit là, je vais avoir le meeting avec les gouverneurs. Il dit, ce serait le fun que gouverneur Trudeau soit là, on pourrait jaser. Il a dit qu'on pourrait écouter la game d'hockey ensemble. On pourrait écouter la game d'hockey ensemble. Tu dis, mais Chris, comment tu peux interpréter ce message-là comme une menace d'invasion? Là, c'est pas une menace d'invasion. Voyons, le gars, je veux dire, oui, il est spécial, oui, il en dit des niaiseries, mais je veux dire, c'est pas à l'horizon, ça, là. C'est pas un avenue qui est possible. Juste qu'on disait dans le podcast aujourd'hui, je me souviens plus trop quand exactement, mais je disais, regardez comment il a changé, comment il change son discours tout le temps parce que il essaie de nous provoquer pour générer des réactions. Bon, on dirait qu'il est en train de se dire, bon, vous n'êtes pas assez wise pour comprendre, fait que je vais vous l'expliquer plus clairement. Fait que là, hier, il a fait après nous avoir dit, we don't need anything they had, we don't need their oil, we don't need their cars. Là, il a fait un tweet disant, j'ai pensé à ça hier, ça serait bon de relancer Keystone XL. Oui. Non, mais il l'a dit même devant la cam, parce qu'il a été questionné. Ouais, tu veux-tu relancer? Oui. Et 40 secondes plus tard, il dit on n'a pas besoin de leur pétrole, on n'a pas besoin. Il venait d'annoncer le tuyau à peu près 40 secondes avant. Ben, c'est ça le bug dans toute cette affaire-là, parce que Trump, il négocie pas juste avec le Canada présentement. Il y a toutes sortes de trucs. Ce qui se passe avec l'Ukraine est assez spectaculaire. On a mis un article sur Pilule Rouge aujourd'hui par rapport à ça, mais l'Ukraine est riche en ressources naturelles. Puis l'armée américaine, elle a envoyé du stock rien qu'en masse. Les Américains ils ont envoyé des impôts, des taxes rien qu'en masse. Ça n'a pas toujours fini dans les poches des Ukrainiens. Il y a une couple d'oligarques ukrainiens qui s'en ont mis un peu de cachet. Tout le monde sait ça. Mais les Américains sont intelligents dans ça. Ils se disent, écoute, ce pays-là, il est à reconstruire, c'est vrai. On a mis une shit tonne d'argent là-dedans, c'est vrai. Mais il y a peut-être un moyen de recouper un peu éventuellement, si tu vois ça d'un point de vue entrepreneurial. Fait qu'il a fait une offre complètement ridicule à Zelensky. Complètement ridicule. Il a dit, là, tu me dois 500 milliards, puis that's it, puis je vais avoir une redevance sur tout ton pétrole, puis ton gaz, puis toutes les patentes qu'il y a dans ta terre, puis tout. Il s'est fait envoyer promener un peu par Zelensky. Puis c'est là que ça a commencé le bitchage. Tu étais un dictateur, puis bababa. Fait que là, tout le monde était là. Voyons, qu'est-ce qu'il fait? C'est une popette de Poutine. Donald Trump est la popette de Vladimir Poutine. Il s'attaque à Zelensky. Ben là, une couple de jours après, qu'est-ce qui arrive? Zelensky puis Donald Trump, on a un deal. Puis les Ukrainiens n'ont pas tout à fait l'expertise pour l'extraction de minéraux rares ou des trucs comme ça. Puis ils en ont plein. Là. Ils ont vraiment du stock. Les Américains ils disent, regarde, on va venir investir chez vous, on va venir vous aider avec notre expertise, on va venir creuser dans votre sol, puis on fait 50-50, 50-50. Fait que c'est de l'argent que les Ukrainiens n'auraient jamais eu de toute façon, parce qu'il n'y avait pas l'expertise, que les Américains vont pouvoir avoir pour recouper leurs dépenses. Mais c'est qui le dindon de la face dans toute cette histoire-là? C'est le Canada puis l'Union européenne qui ont mis de l'argent dans pu finir en Ukraine, puis eux autres, ils n'auront pas une crise de scène en retour. Non, nous autres, on envoie encore des chars. Les États-Unis vont aller reprendre ce qu'ils ont mis, là. Oui. Mais pas nous autres.
Mais c'est là que tu vois que tout le narratif qui a été créé alentour de Trump et des relations internationales, tout tient à rien. Parce qu'à chaque move qu'il fait, tu te dis, oups, là, un pan de ça vient de s'effondrer. Un autre pan de ça vient de s'effondrer. Tu sais, on a commencé avant même qu'il soit assermenté avec l'histoire de la Russie, l'Ukraine, ça va être de même pour toujours. Puis là, Trump, c'est un asset. Il veut donner l'Ukraine à Poutine. Là. Chris, il vient d'annoncer qu'il veut que les compagnies américaines rentrent en Ukraine pour exploiter des ressources, pour faire un partenariat avec les Ukrainiens économiquement. Si le gars, il pensait rien qu'aux Russes, il ferait jamais ça. Là. Ben non. Il dirait aux Russes, garde, moi, je m'en occupe plus. Si tu rentres, fais ce que tu veux, puis t'arranges-toi avec tes troupes. C'est tellement une meilleure idée que de rentrer en Ukraine avec l'OTAN. Tu sais, je veux dire, pourquoi ça a comme déstabilisé un peu ça a déstabilisé un peu Poutine. Poutine a dit, ouais, by the way, dans l'entente, nous aussi, on a des terres rares, puis on a beaucoup d'aluminium. Tu as des histoires d'aluminium, on peut te renvoyer. Parce qu'avant, là, tout le monde est paniqué là, sur la proposition d'aluminium. Hein. Mais avant la guerre en Ukraine, les États-Unis, pas les États-Unis, mais la Russie envoyait déjà à peu près 2 millions de tonnes d'aluminium aux États-Unis. C'est juste depuis la guerre que c'est arrêté. Donc, ça va juste rebalancer le marché, peut-être à l'avantage de ceux qui ont besoin d'aluminium pour le business, là, parce que le prix de l'aluminium est quand même assez élevé. Donc, mais il dit, moi aussi, je veux faire partie du deal. Donc, il a comme déstabilisé un peu l'autre bord en voulant dire, regarde, on dirait que tu joues pas mal plus pour l'Ukraine que pour moi. Donc, la tactique est bonne. Oui, puis l'économie, c'est toujours ça qui prévient les guerres. Le libre-échange... Commerce. Tu sais, je veux dire, le libre-échange est bon économiquement, c'est des gains de productivité incroyables, mais un des gros avantages sous-estimés du libre-échange, c'est que tu crées des interdépendances avec des pays. Si tu crées une interdépendance avec l'Ukraine, mais également une interdépendance avec la Russie, tu as beaucoup moins de chances de tomber en guerre avec ces deux-là. Puis ils ont beaucoup moins de chances eux-mêmes de se taper sa gueule éventuellement. Est-ce que tu penses qu'on aurait la même relation avec la Chine si on ne faisait pas tous ces échanges commerciaux-là depuis à peu près 30 ans? Je pense pas. Je pense pas. Ce qui calme le jeu avec la Chine, c'est les échanges commerciaux. Exact. Fait que tu sais, c'est là qu'on... Je pense pas que les affaires de tarifs avec la Chine, c'est une si bonne idée que ça. Là. Je porte à faux énormément avec Donald Trump là-dessus, mais tu es obligé de dire que s'il veut régler le conflit ukrainien-russe, passer par la porte de l'économie, c'est probablement la solution la plus intelligente. Tu veux éloigner la Russie de la Chine, là. Mais t'es pas obligé de scraper ta relation avec l'Ukraine pour ça. Il y a moyen de faire de quoi d'intelligent. On a parlé au prof Caron, qui est souvent avec vous autres, et le prof, c'est son point. C'est qu'il faut que tu choisisses ton vrai ennemi là-dedans. Ton vrai ennemi, on sait bien que c'est pas la Russie. Le vrai ennemi, c'est la Chine. On le sait que c'est la Chine. Donc, de distancer les deux, comme le disait le prof hier, c'est l'affaire à faire. C'est ramène la Russie vers nous autres. Comme ça, cette alliance-là, un peu dangereuse, Chine-Russie, risque de se désintégrer un peu. C'est un peu ça la vision. C'est pour ça qu'il veut casser aussi tout ce qu'on appelle les BRICS à cette heure. Puis qu'il poussait fort pour que l'Argentine sorte de ça. C'est que la stratégie des Américains, c'est de dire pour maintenir notre hégémonie puis notre contrôle sur le monde, il faut empêcher qu'il y ait des coalitions alternatives, pas pousser toutes sortes de pays dans ces coalitions-là. C'est pour ça que nous autres, on voit ça. Des fois, les gens voient des choses, c'est comme la morale, c'est bien ou c'est mal. Mais en politique, en géopolitique, il n'y en a pas de morale. Il n'y a pas de morale là-dedans. Non. Il y a des intérêts, puis il y a, sur le très long terme, c'est quoi que tu vises, c'est quoi que tu penses. Puis tu sais, c'est un peu le débat. Rappelle-toi les débats qu'on avait il y a une couple d'années sur est-ce qu'il devrait avoir des compétitions sportives, mettons en Arabie Saoudite ou des affaires comme ça pour le golf, pour le tennis, pour la Formule 1. La Formule 1, il y a deux visions là-dedans. C'est ta vision style canadienne Kalinours. Là. Nous autres, on n'encourage pas des pays qui briment les droits humains puis tout. Puis tu as l'autre vision. Ça reste de même pendant 40 ans puis ça ne change pas. Ou on essaie un changement par ça. Puis savez-vous quoi? Dans le temps, là, en Union soviétique, là, une des affaires qui a commencé à faire que ça pète de partout, c'est quand les bands américains ont commencé à aller jouer là. Oui. Rappelez-vous, ça a commencé de même. Là, des groupes américains qui commençaient à aller jouer dans des pays... puis je dis américain, mais occidental, là, des groupes de musique qui allaient jouer dans des pays où ils n'avaient jamais vu ça de la culture occidentale. Oui. Là, ils se sont dit comme, ils ont puis ça. Le gouvernement s'est rendu compte que les disques n'étaient pas disponibles sur le marché parce que c'était banni, puis qu'il y avait 40 000 personnes qui connaissaient toutes les tunes du groupe qui étaient sur le stage. Puis, à un moment donné, dans le style de Donald Trump, il faudra comprendre qu'il lance des gros ballons, il check la réaction, il ajuste, check la réaction, il ajuste.
Mais le résultat final ne représente absolument pas le premier ballon qui a été lancé. Non. Mais un des ballons qui a été lancé hier, que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est un add-on, là. On fait un podcast il y a à peu près 30 semaines environ avec Vincent Geloso. On parle d'immigration, puis comment il y aurait moyen, avec l'immigration, de monnayer ça. On a une démocratie libérale est attirante pour les immigrants de l'étranger. Ils veulent venir s'implanter au Canada, construire une deuxième vie. Puis nous autres, on les laisse rentrer gratis. Ben, il y aurait peut-être moyen de monnayer ça. Puis ça, on avançait l'idée, 50 000 $, par exemple. Tu pourrais avoir ton droit d'entrée pour le Canada. Tu payes 50 000. Puis si jamais tu veux repartir, tu peux le vendre à quelqu'un d'autre. Puis c'est une théorie économique qui a été développée par des gens dans les universités. Nous autres, on a parlé beaucoup dans le temps. C'est ça que je disais à Jerry un peu plus tôt aujourd'hui. C'est qu'on a parlé beaucoup, Jerry et moi, dans le temps, parce que Jerry, c'est à côté de l'Espagne, c'est le Portugal. Quand le Portugal a fait ça après 2008, après le crash de 2008, puis que le Portugal était dans la marde, ils ont fait ce genre de patente-là. Et, pour les retraités, venez vous installer. Exact. Mais nous, on aurait pu le faire pour des riches. Dire, regarde, on est au Québec, on est à côté sur New York, on est là, on va fiscalement ouvrir la patente, on va vous donner de la citoyenneté, vous aimez notre place, il y a de l'espace en masse, il y a de la sécurité, etc. On est à côté ces États-Unis, boum! Ben non, on l'a pas fait, mais là, regarde qui va le faire. Ça. Mais le gars qui a proposé ça, juste compléter ce qu'il a dit, c'est Gary Becker. C'est un économiste quand même assez connu. Puis lui, son thinking, c'était simple. Il disait, l'immigration, ça échappe pas. C'est un phénomène qui échappe pas à la loi de l'offre et la demande. Tu as énormément de gens qui veulent venir chez vous, puis toi, tu les laisses rentrer gratuitement. Donc, tu crées un amas de personnes qui, de plus en plus de gens veulent venir. Si tu charges un prix, puis tu dis, ben, moi, il y a une demande excessive, ben, moi, je vais donner une offre. Puis l'offre, ben, il y a un prix pour venir vivre ici. Lui, Becker disait, ça peut être 50 000. Trump, ben, c'est Trump, il est arrivé avec son 5 millions. Mais le raisonnement à la base est le même. C'est de dire, il y a plein de monde qui veulent venir ici, on laisse ça gratuit. Mais si on chargeait aux gens, puis on monnayait cette demande-là, c'est comme, autrement dit, c'est comme si tu avais une pâtisserie, puis tout le monde veut des croissants, puis le gars qui les fait, il les donne. Mais il dit, peut-être que je pourrais les vendre aussi. Oui, c'est ça, je pourrais vendre 3 piastres chaque. Puis tout le monde a un prix. Tu sais, mettons qu'on donne, demain matin, là, les Américains donnent la citoyenneté américaine à tous les Canadiens. OK? Pas l'annexation, mais juste comme ça. On donne les passeports, putain, gratis. Arrête. Bon, tout le monde serait content. Il n'y a personne qui a perdu quelque chose. On reste citoyen canadien, mais on a aussi la citoyenneté américaine comme ça. My God. Fait que moi, personnellement, je m'en servirais. Oui. Je m'en servirais de cette citoyenneté-là américaine. J'essaierais de me développer une business probablement à l'autre bord ou des trucs de même, mais je m'en servirais, c'est sûr. C'est sûr que je traverse la frontière avec mon nouveau passeport américain. Là, maintenant, tu me dis, mettons qu'on chargerait 500$. Demain matin, je le paye. Moi, personnellement, je le paye. OK, mettons qu'on chargerait 1000$. Moi, je le paye. Mais peut-être que ma tante Georgette, qui n'aime pas ça sortir de chez eux, elle a dit non, moi, je ne paye pas 1000$ pour avoir ça, je n'ai pas besoin. Fait que là, on élimine déjà du monde. Oui. Mais tu te rends compte qu'à un moment donné, chacun des citoyens, par son ensemble de préférences, a un prix pour y aller. Puis évidemment, notre prix au Canada, il est probablement élevé pour certaines conditions. On est prêt à payer plus cher pour l'avoir parce qu'il fait fret. Parce qu'on a aussi de l'argent dans nos poches. Je veux dire, on a une économie quand même bien développée. Il y a des gens qui ont de l'argent dans leur poche. Fait qu'il y a des Canadiens qui voudraient s'en servir. C'est sûr que, par contre, on est quand même bien au Canada. Puis là, vous allez dire, bon, j'aime pas. Ouais, mais attendez. Là. Par rapport à l'Éthiopie, le Canada, on est quand même vraiment bien. Tu as pris la pire place, pareil. Oui, exact. mais l'idée, c'est que si tu arrives et tu dis, écoute, mon marché, c'est pas le Canada. Mon marché, c'est la planète au complet. Je peux monnayer les droits d'entrée dans mon pays. Fait qu'il y a une frontière très rigide, puis je peux monnayer ça. Christy, là, tu te rends compte que cet argent-là peut être vraiment utilisé de la bonne façon. Si l'immigrant étranger... Moi, sérieusement, tu arrives, tu te dis... Bon, là, c'est le prix, il a dit 5 millions. La Gold Card, c'est une fast track, puis ça va vite. Ça existe un peu déjà. C'est ce qu'on appelle le EB5, là, le EB5. Si quelqu'un... à peu près 1 million, investi dans une entreprise qui, grosso modo, emploie une dizaine de personnes, quelque chose, mais c'est super complexe. La plupart des Canadiens qui vont utiliser ça vont se faire suivre par une firme, par exemple, qui va avoir un setup, puis ainsi de suite. C'est pas si facile que ça, c'est quand même assez complexe. C'est surtout long également, on parle de 5 ans la plupart du temps. Mais le 1 million de dollars, il n'est pas donné au gouvernement américain, il est donné pour acheter des actions ou faire des prêts ou des choses comme ça dans l'économie américaine, mais il n'est pas donné au gouvernement américain.
Lui, Trump, il dit, pourquoi c'est pas moi qui le ramasse, cet argent-là? Pourquoi c'est pas le gouvernement américain qui le ramasse? Fait que 1 million de permis ou de gold card vendus, 5 millions chaque, bang, bang, voici comment ça nous donne d'argent, on règle une partie du déficit. Il a fait son Donald Trump, il a fait son entrepreneur. Mais quand tu arrives et tu regardes ça, tu te dis, il y a une méchante logique derrière ça. Il y a vraiment... Puis là, on dit, ouais, mais là, il peut y avoir des enjeux de sécurité. Qu'est-ce qui nous dit que la Chine n'enverront pas un espion de cette façon-là? On comprend ça. Puis je pense pas que c'est au bonhomme à expliquer les détails, puis ça va être quoi les background checks qu'il va avoir en arrière, puis tout ça. Je pense qu'il va en avoir, c'est évident, c'est des Américains. Mais je veux dire, d'avancer cette idée-là... Moi, quand on fait ce podcast-là, il y a environ quelques mois, là, j'avais l'impression qu'on parlait de quelque chose de novateur, dans le sens que personne au Québec n'avait jamais entendu parler de sa vie. Là. C'est un des podcasts que j'ai vraiment eu du fun à faire avec Vincent Gelozo. Il m'a fait changer des idées sur certaines choses, sur l'immigration, et ainsi de suite. Puis là, tu arrives, le gars, il est dans un mois, deuxième mois de sa présidence, boum, il te sort une affaire de même, puis tu dis, Chris, it makes sense. Ouais. Moi, je te dis une patente de même, là. 5 millions. Okay? Je comprends que c'est 5 millions que tu donnes au gouvernement que eux vont. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va appliquer sur ça s'en va dans le trou noir. Ben, ça s'en va sur la dette, de ce que je comprends, de ce qu'il a expliqué. Là. Donc, ça veut dire, c'est pas... Tu sais, contrairement à l'autre que tu dis, c'est un investissement, tandis que là, c'est 5 millions que tu donnes au gouvernement. Donc, c'est gone, tu ne le revois plus. Là. Tu ne le revois plus, là. Donc, ça, c'est... Mettons qu'il y a 1 million de personnes dans le monde qui le prennent, le deal. Est-ce qu'on parle de 5... c'est quoi? C'est 5 trillions, là. 5 billions en français, quand même, c'est de l'argent, là. 5 trillions, ils ont une dette de 31 trillions, là, ou 32 maintenant, là, mais c'est pas fou de même. L'argent, là. C'est boire. OK, voilà pour Yann et Frank. On a fait une heure totale. Donc, pour les gens qui veulent être avec nous autres sur la version Prime de Yann et Frank, on a eu bien du fun, bien des sujets, bien des affaires à jaser. Anyway, si ça vous tente de vous joindre à nous autres, vous savez quoi faire. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour aujourd'hui. Jerry, thank you, man. Demain, tu lances le week-end, buddy. Tu lances le week-end. See ya. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat.